Vous connaissez tous la hantise des éleveurs lorsqu'ils ouvrent leur silo d'ensilage de maïs fourrage, non? C'est de découvrir ça. Un ensilage mal conservé. Soit la perte de plusieurs mois de travail sur votre culture et l'impossibilité de la distribuer à votre troupeau. Vous avez envie de savoir comment réussir la confection de votre silo en obtenant ceci. On va vous donner toutes les astuces pour y parvenir à coup sûr et vous montrer comment capitaliser sur un diagnostic silo. Allez, suivez-moi. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Prends-en de la graine. Aujourd'hui, je vais rencontrer Pierre-Marie, polyculteur éleveur de vaches laitières dans le nord-ouest de la France, en Ille-et-Vilaine, et on va vous parler de silos, d'ensilage de maïs fourrage et de diverses techniques pour obtenir l'alimentation idéale pour vos vaches. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour Nathalie, bienvenue. Merci de nous recevoir sur ton exploitation. Est-ce que tu peux nous la présenter? Alors donc on est sur une exploitation familiale en élevage laitier. Donc je suis associé avec ma sœur Annabelle. Et donc, on a 750 000 litres de lait à produire avec 60 vaches sur une surface totale de 120 hectares. D'accord. Alors, de génération en génération, les enfants reprennent la ferme de leurs parents. Mais bien sûr, maintenant, vous travaillez différemment. Complètement. On a robotisé donc l'élevage laitier en 2019 dans le souci d'augmenter le bien-être animal, mais aussi notre confort de travail et puis nos performances techniques. Pardon. Et donc ici, pas de pâturage pour les vaches? Non, pas pour l'instant. Donc, l'ensilage de maïs est très important pour tes vaches laitières puisqu'il constitue une part importante de leur ration. Comment se passe l'ouverture du silo chez toi? Alors, c'est une étape qui est très travaillée en amont puisqu'elle se réalise, en fait, on va dire 2 mois à l'avance pour avoir une transition très progressive, donc une gestion des stocks qui se fait 1 an auparavant. D'accord. C'est une étape cruciale, l'ouverture du silo. C'est une étape stressante? On peut dire ça, oui. C'est vrai qu'on a misé toute une année sur le maïs. Donc la date de récolte joue beaucoup, la maturité du maïs et donc aussi la confection du silo est hyper importante. Et on comprend cette appréhension à l'ouverture du silo, d'autant plus qu'on ne peut pas ouvrir son silo durant la période de fermentation de l'ensilage et donc on ne peut pas savoir si tout se passe bien sous la bâche. D'ailleurs, Benoît, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il se passe dans le silo quand on le ferme et puis nous dire à partir de quand est-ce qu'on peut l'ouvrir? Bien sûr Nathalie, mais tout d'abord, voici un rappel sur l'ensilage de maïs. L'ensilage est une technique de conservation des fourrages en milieu humide, anaérobie et acide. Ce processus naturel repose sur la transformation des sucres solubles de la plante en acide par les bactéries lactiques naturellement présentes dans le fourrage. Pour l'ensilage de maïs, la plante est récoltée dans son intégralité. Les tiges, les feuilles et les épis sont broyés et mélangés. Le maïs fourrage est bien adapté à la conservation par ensilage. Sa teneur en matière sèche à la récolte évite l'écoulement excessif de jus et il contient assez de glucides solubles pour assurer une fermentation rapide et une acidification suffisante. À condition, bien sûr, d'assurer l'anaérobie du silo en chassant l'air par un tassement suffisant. Cela ne vous rappelle rien? Eh oui, comme pour le chou de la choucroute. Le processus de fermentation va se dérouler en 3 étapes. Phase 1, la respiration. Dès la pose des bâches hermétiques sur le silo, l'oxygène restant va être consommé par l'activité enzymatique des cellules du tissu de maïs. Les levures et moisissures vont proliférer et ce durant quelques heures à une journée. C'est dans la phase 2 que la fermentation se met en place et elle va durer 15 à 20 jours. L'oxygène étant consommé, les sucres solubles se transforment en acide lactique sous l'action des bactéries lactiques. Grâce à cette acidification, le pH va descendre en dessous de 4. Assurant ainsi une longue conservation du maïs et limitant l'activité des autres micro-organismes dans le silo. Enfin, la 3e et dernière phase est la stabilisation du fourrage qui se met en place en un peu moins d'1 semaine. La fermentation est terminée, le pH doit rester proche de 4 uniformément sur toute la masse du silo. L'activité microbienne est maintenant réduite. Il faut donc attendre au minimum 4 semaines avant d'ouvrir le silo pour être sûr que celui-ci est bien stabilisé. Tant que l'air ne rentre pas dans le silo, l'ensilage peut être conservé de 18 à 24 mois. Merci Benoît. Est-ce que toi, Pierre-Marie, tu avais pleinement conscience ou connaissance de ces différentes phases sous la bâche? Alors dans les grandes lignes, oui, mais en détail, on voit bien que c'est bien plus complexe qu'on ne pense, oui.
Ça, c'est clair. Alors, toi, comment est-ce que tu t'y prends pour réaliser au mieux ton silo d'ensilage, plus précisément pour être sûr de bien chasser l'air et de bien couvrir ton silo? Alors, le jour de l'ensilage, donc, j'ai pour objectif que le tasseur soit en fait le patron au silo, c'est-à-dire que c'est lui qui donne le rythme de l'avancement du chantier. On a un parcellaire qui est assez groupé autour de la ferme, et avec les machines qu'on a aujourd'hui, les cadences peuvent atteindre des rythmes infernales. Donc, c'est bien au tasseur de donner le rythme, et donc de tasser vraiment par bande régulièrement en fait. D'accord, donc tout est très préparé en amont au niveau du matériel, au niveau de... Voilà. En fait, déjà la première étape, c'est de bien nettoyer le silo avant de commencer, la veille ou l'avant-veille, que les murs soient bien propres, qu'il y ait des bâches le long des murs. Et donc ensuite, le jour de l'ensilage, d'avoir une régularité tout au long de la journée en fait sur le chantier. Ok, ça demande une sacrée organisation, dis-moi. Oui. Alors, pour bien comprendre en quoi ces phases sont essentielles, on va voir avec Benoît quels sont les points clés qui garantissent un bon ensilage. L'organisation de Pierre-Marie est bien rodée. Et effectivement, Nathalie, il faut être particulièrement vigilant sur certains points. Avant tout, il faut anticiper et préparer son chantier de récolte. Il faut impérativement s'assurer de récolter au bon stade pour maximiser le rendement et conserver une bonne valeur nutritive. Pour les vaches laitières, le stade de récolte idéal se situe à 32% de matière sèche plante entière. C'est le meilleur compromis entre le rendement, la facilité de confection du silo, le tassement, et la valeur alimentaire. Pour repérer ce stade de récolte, une visite au champ s'impose. L'observation du niveau de remplissage du grain est un bon indicateur de la maturité du maïs fourrage. Au stade optimal de récolte, l'amidon des grains est réparti en 3 tiers. Un tiers laiteux, un tiers pâteux, un tiers vitreux. L'aspect visuel peut parfois induire en erreur. Une plante encore bien verte peut être bonne à récolter. Pour confirmer le diagnostic, un outil d'aide à la décision, OAD, est un parfait complément des observations réalisées au champ. Ce dernier prédit la date de récolte optimale du maïs fourrage à partir des sommes de température nécessaires. Et pour être encore plus précis, il est possible de mesurer la matière sèche de la plante entière à l'aide d'un infra-analyseur portable directement sur place et en temps réel. Dans le champ, il faut régler l'ensileuse pour adapter la longueur de coupe en fonction du niveau de matière sèche, s'assurer que les couteaux sont bien affûtés et vérifier le bon serrage de l'éclateur des grains. À la ferme, le chantier devra être le plus propre possible afin de ne pas contaminer le silo avec de la terre, comme chez Pierre-Marie. Dans la conception du silo, prévoir le front d'attaque au nord. Une fois le silo nettoyé et recouvert des films de bord, la première remorque d'ensilage peut arriver. Il faut faire très attention à l'étalement et au tassement du fourrage. Le but est de chasser un maximum d'air. Pour un tassement efficace, il faut répartir le maïs fourrage en couches de 15 à 20 cm d'épaisseur sur toute la longueur du silo. Puis faire au minimum 10 allers-retours roue dans roue avant de superposer la couche suivante. Si possible, l'ensilage ne doit pas dépasser la hauteur des murs du côté du silo. Sur le silo, ne pas hésiter à surgonfler les pneus des engins tasseurs pour améliorer l'efficacité du tassement. Le silo est rempli, l'ensilage bien tassé, reste désormais à le fermer de manière parfaitement étanche. Ramener le film de bord vers l'intérieur, puis dérouler le film sous couche suivi du film d'ensilage, puis mettre la bâche de protection en place. Ces différentes couches de protection doivent être en excellent état afin d'être parfaitement hermétiques. On termine par lester le tout avec des sacs à silo. Pierre-Marie, nous venons de voir comment réaliser au mieux son silo d'ensilage et surtout ce qu'il se passe sous la bâche durant les premières semaines. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire quand et comment tu reprends ton silo ? Alors donc ça se fait progressivement. Suite à une fermentation de 2 mois environ, on entame une transition avec le silo de l'année précédente. Donc ça va être un travail qui va se faire sur plusieurs semaines pour éviter tout changement pour les vaches laitières. Et donc ça va être une reprise qui va se faire avec une automotrice. Donc au quotidien, on alimente les vaches 1 fois par jour. Et quel matériel, quels engins tu utilises toi ? Alors l'automotrice justement, ouais. Donc il y a à peu près la reprise sur 20 cm par jour d'avancement en fait sur le front d'attaque. Donc on est dans ton étable avec toutes tes vaches ici. Voilà, donc 62 à la traite actuellement, oui. Ok. Alors pour revenir au silo, est-ce qu'il t'est déjà arrivé toi d'avoir des moisissures dans ton silo ? Alors oui, ça m'est déjà arrivé en fait de plusieurs façons. D'abord lié à des nuisibles, donc corbeaux en l'occurrence. Et puis aussi une époque où on faisait les silos plus hauts, au-dessus des murs pour des soucis de gestion de stock. Il fallait augmenter les stocks, donc on montait au-dessus des murs et du coup les flancs n'étaient pas assez bien tassés en fait. Donc il y avait des zones de chauffe en fait
de chaque côté. Et quelle solution est-ce que tu as mise en place pour éviter que ces corbeaux viennent percer le silo et puis pour cette hauteur? Voilà, donc on a remédié au problème en fait en remontant les murs de silo pour éviter d'avoir ce souci-là. Et puis aussi en achetant des grilles anti-corbeaux en fait pour gérer le problème. D'accord. Voilà. Et depuis, plus de moisissures? Beaucoup moins. Il reste toujours une partie sur les flancs. Si, admettons, on a monté un peu trop au-dessus des murs, mais presque rien, non. Ok. Pour être sûr d'avoir un bon ensilage et puis de ne pas passer à côté d'éventuelles moisissures, le mieux, c'est de réaliser un diagnostic silo. N'est-ce pas, Benoît? En effet, Nathalie, les moisissures sont des témoins des défauts de conservation du maïs fourrage. Leur présence peut avoir de graves répercussions sur la santé des animaux à cause de la production de mycotoxines. Ces moisissures apparaissent lorsque le silo est soit mal tassé, non hermétique ou lorsque la matière sèche est trop élevée. Cela va générer des zones de silo non favorables à la fermentation lactique. On trouve différentes sortes de moisissures ou levures altérant la qualité du silo. Elles sont caractérisées par leur aspect, leur couleur et leurs conséquences sur les vaches laitières, comme indiqué par Arvalis, Institut du végétal. Pour se rassurer sur la réelle valeur de son ensilage, le mieux est effectivement de réaliser un diagnostic silo. Ce dernier consiste à effectuer des mesures simples pour évaluer la qualité de conservation du silo. Tout d'abord, à l'aide d'une carotteuse, on estime la densité apparente du fourrage conservé pour voir si le tassement a été efficace. On cherche à être au-dessus de 220 kg de matière sèche par mètre cube. Ensuite, à l'aide d'un pH-mètre ou de bandelette pH, on vérifie que le pH du silo est bien en dessous de 4. On mesure aussi la température en différents points du front d'attaque pour voir si la température est homogène et suffisamment basse. On peut compléter par une image thermique qui met rapidement en évidence les points chauds où les micro-organismes ont repris leur activité. Enfin, on complète par une mesure de matière sèche et de valeur alimentaire avec un infra-analyseur portable. Et on termine en tamisant l'ensilage pour s'assurer que tous les grains sont bien éclatés et que la granulométrie n'est ni trop fine ni trop grossière pour une bonne ingestion par les animaux. Ah, les nouvelles sont bonnes, j'espère? Oui, on est plutôt satisfait. On a une matière sèche qui est très correcte. Donc on a dû récolter au bon moment, en tout cas de la maturité du maïs. Et puis on a une plante très digestible, ce qui promet pour les mois à venir. Ok, ton analyse allergiste. Qu'en penses-tu, Benoît? Et peux-tu nous préciser les données indispensables à vérifier, s'il te plaît? Oui, Nathalie, regardons un bulletin de plus près. L'analyse au laboratoire du fourrage nous renseigne sur sa composition et sa valorisation par les animaux. Le premier critère à regarder est la matière sèche. Elle confirme si la récolte a été réalisée au bon stade ou s'il faut s'attendre à des difficultés d'ingestion qui apparaissent au-delà de 35% de matière sèche. Ensuite, la DMO, digestibilité de la matière organique, et le critère UF, unité fourragère, mesure la concentration énergétique du fourrage. Plus ces deux critères sont élevés, mieux c'est. Dans l'ensilage de maïs, l'énergie provient de deux nutriments principaux, l'amidon et les fibres. Pour se faire une idée de leurs contributions respectives, il faut regarder le taux d'amidon et la digestibilité des fibres. Plus la digestibilité des fibres est élevée, plus le fourrage sera ingéré facilement et bien valorisé dans le rumen. L'amidon, lui, doit être présent sans excès. Sinon, la ration pourrait être trop acidogène. Enfin, la teneur en protéines brutes nous renseigne sur la quantité de complémentation protéique à amener pour équilibrer les apports du fourrage. D'autres critères calculés, tels que la DT6, les UE ou les PDI, aideront le nutritionniste à bien caler la complémentation de l'ensilage de maïs. Le prélèvement d'un échantillon d'ensilage pour analyse pourra être fait le jour de la récolte, afin d'anticiper la composition de la ration à l'ouverture du silo. Et cette première analyse sera ensuite complétée par un ou plusieurs prélèvements au cours de l'avancement du silo. À noter que les données de valeur alimentaire figurant sur le bulletin d'analyse sont des valeurs potentielles, qui ne sont pas toujours complètement exprimées en pratique à cause de déséquilibres de la ration complète. En résumé, pour s'assurer un ensilage de maïs fourrage de qualité et offrir une bonne ration à vos vaches, vous devez impérativement aller au champ pour définir la date de récolte optimale du maïs. Ensuite, vous devez préparer correctement votre chantier d'ensilage. Puis tasser votre ensilage dans le silo. Et enfin, attendre minimum 1 mois avant d'ouvrir votre silo. Ok avec ça, Pierre-Marie? Oui, bien entendu. Écoute, merci, je te dis à bientôt, c'était un plaisir. À bientôt, merci. C'est fini pour cette vidéo, on espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions en commentaire pour en savoir plus. On aime répondre quand on nous parle. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. À bientôt!